Excusez-moi. Si je fais donc le contrôle de lecture, avec des questions à choix multiples, évidemment, je vais essayer de restreindre un peu le nombre de temps. Donc, je vais essayer de voir un peu, mais comme je disais, ne vous inquiétez pas. Donc, on est dans une situation un peu donc de particulière. Donc, on va essayer donc de s'adapter tout ça. Alors donc voilà, oui, évidemment, si vous avez des questions sur les pistes de lecture, après le cours, je pourrais répondre à vos questions. Par exemple, la question du chapitre 4, je comprends pas trop, un truc comme ça, mais donc je corrigerai pas ça pour tout le monde, puisque je veux que vous fassiez le travail vous-même. Évidemment, donc là, certains d'entre vous ont-ils commencé quand même la lecture de Tristan Isolde? Ouais. Ouais, puis c'est bien ou? C'est intéressant. Ouais, quand même. Pardon? C'est pas compliqué le français. Moi, je m'attendais à un français plus compliqué. Non, c'est relativement bien. C'est surtout les termes parfois qui sont plus complexes, mais bon, ça va. Je pense que ça va bien. Puis l'histoire est quand même somme toute magnifique, je trouve là. Et c'est une œuvre qu'on se doit d'avoir lue quand même une fois dans sa vie. Bon, c'est vraiment une œuvre intéressante, je trouve. Ok, donc on poursuit évidemment avec le troisième cours. Donc, deuxième cours théorique, mais le troisième cours, contexte politique et social. Donc, j'invite à prendre des notes. Même principe. Si je vais trop vite, vous me le dites. Donc, des choses que l'on connaît relativement bien, mais qui vont vous aider, évidemment, pour la lecture de Tristan Isolde et aussi, donc, pour... Monsieur Thibault, ça va? Oui, parfait. Donc, pour la lecture de Tristan Isolde et, évidemment, donc, pour le travail que vous aurez à faire semaine 4 sur, donc, la chanson de Roland. Donc, il y aura quelques éléments importants. Donc, je vais partager, donc, l'écran comme à l'habitude. Ici. OK. Alors donc, voici le plan de la séance pour aujourd'hui. Donc, on va aborder les 3 premiers points. Je ne crois pas qu'on va pouvoir se rendre aux croisades. Évidemment, donc, vous pouvez fermer vos micros là pour l'instant, s'il vous plaît, parce que des fois, ça crée donc quelques interférences. Alors donc, on va voir donc un petit avant-propos. Habituellement, donc en classe, je faisais écouter de la musique, donc la musique de l'époque. J'aime bien faire cela. Là, comme je vous ai dit, mon ordinateur est pas tout à fait convenable pour ceci. J'ai essayé donc hier, disons qu'il y a eu un bug, là, excusez l'expression. Donc, j'ai écourté un peu l'avant-propos. Donc, c'est un propos donc, sur les types de musique, donc des chants religieux et de la musique plus, disons, festive, plus profane, on pourrait dire. Donc, c'est assez court, mais c'est parce que j'aime bien, évidemment, comme vous voyez, donc je mets des toiles, je mets des œuvres littéraires, évidemment, parce qu'on est en littérature. Je mets aussi des œuvres architecturales, donc parce que j'aime bien que vous ayez une espèce de vision un peu globale, tu sais, de l'époque. C'est important. Lorsque vous, je sais pas, moi, si Tristan se met donc à chanter une ballade, des fois, c'est bien de dire, OK, c'est sûrement sur un rythme un peu comme celui-là, ou si on parle de tel autre truc, c'est sûrement un peu comme ça. Donc, c'est bien un peu, donc, de voir toutes ces choses-là. Donc, on va aborder donc après ça donc quelque chose de plus sérieux. Si on veut donc les 3 ordres de la société médiévale. Donc, ce sont les classes sociales, si on pourrait dire. Donc, on verra qu'il y a donc des nobles, évidemment, donc des hommes d'église et des travailleurs. Donc, c'est ce qu'on appelle donc en latin donc les bellatores, les oratores et les laboratores. Donc, ce seront les 3 ordres de la société médiévale. Ces 3 ordres-là vont perdurer jusqu'au 18e siècle et à partir donc un peu avant la Révolution française, on va renommer ces ordres-là que vous connaissez sous les appellations de la noblesse, le clergé et le tiers-état. Mais c'est à peu près donc les mêmes choses. On va aborder quelques éléments sur la féodalité, donc les grandes hiérarchies féodales, donc le suzerain, les vassaux, le vavasseur, donc les paysans, bon tout ça, histoire que vous soyez un peu donc vous connaissez un peu ce vocabulaire qui va se retrouver évidemment donc dans Tristan et Isolde et aussi donc dans la chanson de Roland. Le dernier point, c'est un point donc important puisqu'on va en parler aussi donc la religion est fondamentale, on l'a dit à l'époque médiévale. Le salut de l'âme, c'est quelque chose de fondamental. Ils veulent évidemment donc avoir accès au paradis. Donc pour avoir accès au paradis, il faut faire donc toutes sortes de trucs. On peut construire des abbayes, on peut faire des pèlerinages, on peut avoir des pratiques religieuses plus exacerbées comme l'autoflagellation, le port du cilice, ce genre de trucs comme ça. Alors donc c'est fondamental. Tristan aussi, donc vous allez voir, c'est très important même pour le chevalier en soi, cette idée donc de la religion et du salut donc de l'âme. Vraiment donc cette idée où nos péchés sont absous avant de pouvoir monter au paradis.
Et enfin, donc, le dernier point que l'on ne verra pas aujourd'hui, donc, les croisades. Les croisades, donc, d'ailleurs, la chanson de Roland est une chanson de propagande, pour les croisades, pour les croisés qui sont d'origine diverse, donc des paysans, des nobles, des Anglais, des Français, donc peu importe. Et on part, évidemment, donc, dans le but de délivrer le tombeau du Christ. C'est un peu cette idée-là derrière, donc, les croisades. Donc, voilà le plan de la séance pour aujourd'hui. Donc, on va commencer, donc, tranquillement. Avec donc, on n'écrivait pas les citations latines, c'était donc dans mon ancien, quand j'étais en classe, je donnais toujours à chaque semaine une citation latine. Vous pouvez la prendre en note si vous voulez, c'est toujours intéressant parfois dans un souper de famille que de sortir une citation en latin, donc quand même c'est assez sympathique évidemment, mais bon, vous n'êtes pas tenu. Habituellement, c'était des questions bonnies dans mes examens de fin de session, alors je mettais des citations latines et donc les étudiants, la plupart, donc ils apprenaient par cœur parce que c'était des points bonnies, mais ici, donc, c'est pas nécessairement donc le cas. Ici, donc, la fortune sourit aux audacieux, donc, quand même, donc, une citation, donc, qui montre qu'il faut parfois risquer des choses pour obtenir, donc, de meilleurs résultats. Donc, avant-propos, donc, il y a ce qu'on appelle, évidemment, donc, ouais. Merci. OK. Alors, donc, le chant grégorien. Donc, il y a deux types de chants, si on veut, ou de musique, donc à l'époque médiévale, des chants religieux et évidemment, donc, des chants profanes. Donc, le chant religieux, c'est le chant grégorien que vous connaissez sûrement pour l'avoir entendu. Donc, ce sont des chants en latin, des chants qui souvent, donc, la plupart du temps, ce sont des chants religieux qui racontent l'histoire du Christ ou qui vont célébrer Marie, par exemple, genre de trucs comme ça, évidemment. Donc, ça a été mis en place par le pape Grégoire, donc d'où l'appellation de chant grégorien, vers 604 à peu près, donc autour de ça. On n'a pas vraiment de documents qui attestent en cette idée-là, quand même du fait que ce soit donc en Grégoire et même non plus l'année. Évidemment, donc Charlemagne va vraiment donc populariser, si on veut, donc cette musique, va diffuser cette musique. Pourquoi, selon vous? On avait parlé au dernier cours, quel était donc le but, un des buts importants de Charlemagne? La christianisation? Oui, exactement, tout à fait. Donc, la christianisation de l'Europe. Alors, évidemment, ce type de chant fait son affaire. Alors, inévitablement, donc, il va donc vraiment diffuser, promulguer donc ces types de chants qui sont magnifiques. Je vous invite quand même à aller faire un petit tour. Donc, sur YouTube, là, je vous ferai pas écouter ça aujourd'hui parce que nos cours sont quand même plus courts un peu. Là, puis je voudrais pas. Puis je sais que c'est long. Moi, j'ai 2 cours de fil. Là, j'étais dans mon 2e cours. Puis disons que sur une tablette, sur un écran, c'est pas évident. Peut-être que vous aussi avez 2 cours de fil, là, donc c'est pas toujours évident. Donc là, j'avais choisi ici un Magnificat, donc un cantique de Marie, sachant évidemment, donc, comme on l'avait dit, que Marie, donc, quand même, était, disons, donc, il y avait comme un renouveau, donc, pour Marie, la mère du Christ au Moyen-Âge, où on va donc envoyer ce qu'on appelle, donc, faire le culte de Marie, truc comme ça. Alors, donc, j'avais choisi ce qu'on appelle un Magnificat ou un cantique de Marie. Donc, si vous avez la chance d'aller voir ça ou d'écouter ça, c'est très, très doux pour étudier. Donc, les chants grégoriens, c'est vraiment sympathique. C'est en latin, donc c'est vraiment, somme toute, assez sympathique. Donc, retenez chant grégorien, tout simplement. Vous voyez, donc, pour ceux qui sont musiciens, ceux qui peuvent lire la musique, peut-être qu'il y en a dans la classe, vous avez donc les anciennes partitions de l'époque médiévale qu'on appelle donc des neumes, avec donc cette espèce donc de notes. Les partitions sont sensiblement les mêmes, on pourrait dire. C'est au niveau du rythme, semble-t-il. Mon épouse m'avait dit que c'est au niveau donc du tempo que c'est difficile à lire. Donc, il faut l'avoir déjà entendu pour pouvoir la rejouer, si on veut. Donc, Grégoire, ici, donc Saint-Grégoire, donc qui dicte justement donc des neumes. Donc, vous avez aussi des chansons populaires, donc chansons que pour ceux qui sont entrés dans des boutiques médiévales, pour ceux évidemment donc qui ont vu des films de l'époque médiévale, c'est une espèce de chansons très populaires avec des tambours, avec donc des flûtes de pan, des flûtes traversières, des flûtes à bec, donc tout ça, et c'est très festif, c'est la musique que l'on entend dans les foires, donc tout ça, une musique donc qu'on pourrait dire profane, et non pas donc une musique sacrée. Donc, ces chansons, évidemment, donc ici, elles sont donc dites populaires et sont chantées par ce qu'on peut appeler soit des ménestrels, des trouvères ou des troubadours. Donc, ces 3 termes équivalents, on pourrait dire. À l'époque grecque, on appelait ça des aèdes, donc des aèdes.
Évidemment, ce sont des gens qui chantent les chansons puisque donc peu de gens peuvent lire. Et évidemment, donc quand tout ça est vraiment donc mis en musique donc constamment. C'est pour ça que beaucoup de répétitions donc dans ces œuvres-là. C'est pas parce que les gens n'avaient rien à dire, ils connaissaient pas d'autres mots, c'est parce qu'ils veulent avoir un refrain, que ce soit dans l'Iliade, l'Odyssée, l'Énéide, la chanson de Roland. Donc il y a plusieurs éléments qui reviennent pour justement favoriser la mémorisation parce qu'il faut retenir quand même donc ces gars-là ou ces femmes, mais la plupart du temps, c'était des hommes, retenaient 5 000, 6 000, 10 000 vers. Donc, quand même, ce qui est pas rien, on s'entend. C'est comme un chanteur, j'imagine, qu'un groupe de musique, ils ont 10 albums, puis ils retiennent, je veux dire, une centaine de chansons. Donc, c'est à peu près en le même principe. Donc, ces hommes-là, donc, ils étaient quand même assez, donc, très populaires aussi, parce que quand on avait un troubadour exceptionnel, ben on voulait l'avoir dans sa cour, on voulait qu'il vienne divertir les seigneurs. Donc, quand ça, c'est vraiment donc quand ça. Alors, quelques instruments de musique que vous connaissez, cornemuse, le luth, la cithare, donc j'en montre quelques-uns. Et sinon, ben, il y avait le lien sur YouTube là, avec, sinon vous tapez tout simplement musique médiévale, bon, truc comme ça, vous allez voir tomber sur un peu ces genres de musique très, très festive. Donc, la flûte de Pan, ici, Pan, donc le dieu grec de la totalité, qui était amoureux donc de Syrinx. Syrinx fuyait les avances de Pan et elle s'est métamorphosée donc en roseau. Et Pan étant très triste, évidemment, suite à cela, il voulait conserver ou chanter donc son amour. Alors, il a coupé des roseaux et il a inventé ce qu'on appelle un des plus vieux instruments la flûte de Pan. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ceci. Le luth, évidemment, donc qui est très important. La cithare, donc quand même de magnifiques instruments, donc qui ont presque 1000 ans quand même, ou 700, 800 ans, très bien conservés. Alors, donc c'est vraiment fascinant de voir tous ces artefacts. La vielle, donc l'ancêtre du violon, donc moi, mon épouse elle est violoniste quand je l'ai connue, elle est professeure, comme je l'avais dit, au cégep, mais donc elle était violoniste. Mon fils aussi est violoniste. Moi, je suis complètement pourri donc en musique. Mais évidemment, donc c'est magnifique de voir donc ces instruments. Alors voilà pour le petit avant-propos, donc en musique religieuse et musique profane, puisqu'évidemment, donc ce sont les deux pans, si on veut, donc de l'époque, à l'époque médiévale, musique de guerre souvent, donc parce qu'on fait la guerre, et aussi sinon parce qu'on prie. Alors donc, mettons une chose plus sérieuse, les trois ordres. Alors donc, les trois ordres de la société médiévale, évidemment, donc le premier ordre, c'est ceux qui combattent et ceux qui dirigent. Donc, ça, c'est Tristan, c'est le roi Marc, donc c'est tout ce que vous allez voir donc dans c'est Blanchefleur, donc c'est Rivalène, c'est tous ces personnages qui appartiennent justement donc à la noblesse. Donc, ce sont ceux qui combattent, donc les chevaliers, les seigneurs. Ce sont donc l'aristocratie, on pourrait dire, donc de l'époque. Alors, je vous demanderai de retenir donc les noms en latin. Donc, ceux qui combattent, le terme donc à l'époque médiévale, on dit ce sont les bellatores. Donc, bellatores, parce que donc bella en latin veut dire guerre. Donc, comme dans l'expression que vous connaissez peut-être, civis pacem para bellum. Donc, qui veut la paix prépare la guerre. Donc, ici, les bellatores, ce sont ceux qui combattent. Alors, ce sont des chevaliers, ce sont des seigneurs, ce sont donc tous ceux, pour ça, ceux que vous allez voir dans Tristan et Isolde, puisqu'évidemment, la littérature médiévale est une littérature, donc surtout la littérature courtoise et la littérature épique est une littérature donc plus aristocratique, puisqu'évidemment, donc peu de gens donc savent lire, donc on écrit pour les nobles nous lisent, nous chantent aussi dans les chansons, bon tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Donc, au départ, ils administrent le territoire. C'est pour ça qu'à l'époque médiévale, des guerres féodales, il y en a constamment. Donc, on se souvient évidemment de la fameuse guerre de 100 ans, donc qui va environ de 1337 à 1453, qui venant donc va durer en fait 116 ans, donc pas 100 ans, mais 116 ans. Et l'idée, donc, c'est d'avoir du territoire. Donc, partout en Europe, on avait dit donc l'Europe est morcelée au niveau linguistique, au niveau du territoire, après la chute de Rome. Donc là, l'idée, c'est de prendre possession des territoires. Plus on a de territoire, plus on est riche. Alors évidemment, donc, c'est pour ça qu'on combat vraiment et on administre vraiment le territoire, ce qui est la première chose à faire. C'est pour ça qu'on appelle un roi. C'est parce qu'il possède toutes les terres, il possède un royaume. On verra ça dans quelques minutes. Alors donc, ils sont les seuls à porter l'épée, évidemment, donc, et l'armure. Alors, évidemment, donc, ce sont, je ne sais pas si vous en souvenez, mais j'avais parlé, donc, d'un roman de Chrétien de Troyes, qui s'appelle, donc, Perceval ou la quête du Graal.
Et donc, Perceval, lorsqu'il il avait été tenu à l'écart par sa mère, c'est une noble, là, on s'entend. D'ailleurs, donc, les chevaliers, donc, sont tous nobles. Donc, il n'y a pas vraiment, donc, il y a peu de chances qu'un paysan ou qu'un bourgeois devienne chevalier. Sauf au milieu ou vers la fin de la guerre de Cent Ans, on sait que comme il manquait beaucoup, comme beaucoup de nobles avaient été tués, on avait besoin d'hommes. Alors donc, on a anobli des gens, donc des combattants, des gens fidèles à la couronne, donc on les a anoblis parce qu'on avait besoin d'eux. Mais essentiellement, devenir chevalier, c'est une tradition, disons, noble. À 7 ans, le petit garçon commence. Il est, au départ, donc, c'est un escuyer. Donc, il s'occupe de nettoyer les armures. Il va huiler les armures. Il va aiguiser les lames. Donc, c'est ce qu'il fait. Ensuite de ça, il s'occupe des chevaux, nourrir les chevaux, faire les chevaux, quoi qu'ils ne sont pas ferrés. Il y a des fers à l'époque, là, mais ils ne sont pas toujours ferrés. En tout cas, toujours est-il qu'il s'occupe vraiment, donc, de tout cela. Et à 18 ans, ben là, il sera apte à devenir, donc, un chevalier, une fois qu'il aura passé toutes les étapes, évidemment, qui mènent à cela. Mais essentiellement, donc, donc Perceval, lorsqu'il voit pour la première fois des chevaliers, donc il se dit, mais est-ce que vous êtes des dieux? Donc, ils sont sur des chevaux, ils sont immenses, ils sont magnifiques. Évidemment, donc, quand les armures ne brillent pas, au début du Moyen-Âge, les armures ne brillaient pas comme à la fin du Moyen-Âge. On s'entend, le métal était beaucoup plus rude, on était moins habilité dans les techniques des armures, en tout ça. Nous, on a l'idée des armures toujours brillantes, mais au départ, c'était pas tout à fait cela. Alors donc, ils ont deux principales activités. Donc, c'est bellatores. Ils ont donc vraiment une première activité qui est la chasse. Donc, partout, la noblesse de tous les pays, de tous les temps, donc pratique la chasse. C'est un sport, en fait, c'est un art. Donc, on appelle ça donc en l'art synégétique. Donc, c'est un art particulier. D'ailleurs, donc, vous verrez lorsque vous lirez donc en Tristan que justement, Tristan, il est reconnu par le roi Marc, non pas parce qu'il est un grand chevalier au départ. Il est reconnu parce qu'il connaît l'art de la chasse. Donc, il arrive donc en Cornouailles, il voit évidemment donc des nobles qui sont là, ils ont abattu un cerf, si je ne m'abuse, et là, Tristan, il voit donc ces mecs en train de couper le cerf en morceaux, en quartiers, donc et tout, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous ne respectez pas l'animal et tout, et là, il va montrer, donc il va lui séparer les abats, le foie, le ci, bon, tous les trucs comme ça, et lorsqu'il arrive donc devant le roi Marc, il dit, mais qui vous a montré à faire ça? On ne connaissait pas ces techniques-là. C'est vraiment, ce n'est que des nobles. Alors, tout ça commence par cette idée de connaître l'art de la chasse. Donc, on fait deux types de chasse. La chasse à court. Ça vous sait quoi, donc, la chasse à court? Oui, non? C'est avec des chiens, non? Oui, exactement, tout à fait. Donc, c'est une chasse qui est interdite là, en Amérique, qui n'a jamais pu avoir lieu, puis probablement dans d'autres pays aussi, mais en Europe, il y a encore, moi j'ai assisté une fois à une chasse à court au sanglier. Donc, vous avez les nobles qui sont là, donc ils sont avec les chevaux, ils sont vêtus comme au 18e siècle, avec les trucs, les corps, les épées, machin, et donc ils vont donc chasser. Mais c'est une chasse un peu terrible parce qu'évidemment, donc, quand l'animal est pourchassé par des chiens, il est mordu dans les pattes et donc il saigne, il souffre beaucoup avant d'être abattu. Alors, évidemment, donc, c'est un peu terrible comme truc. D'ailleurs, donc, oui. En Amérique du Nord, il y a des endroits que tu as le droit. Ah oui, mais on peut chasser avec des chiens lorsqu'on rapporte les chiens rapporteurs de gibier ou les chiens. Mais mettons pour des fois pour les oiseaux, tu as le droit. Mettons pour que le chien attrape, mettons un oiseau, là tu as le droit. Oui, c'est ça exactement ça, mais pas pour le gros gibier, exactement. Mais je pense qu'il y a... Mais il faut que tu payes un montant, mais c'est. OK. Mais bon, c'est sous règle. C'est moins pire, je pense, en tout cas, que la chasse à court à l'époque, là, parce que vraiment, c'est assez terrible là, quand même de voir l'animal tant souffrir. C'est pour ça qu'ici, c'était quand même interdit. Puis c'est de moins en moins populaire, on s'entend, avec les pressions des écologistes, et ils ont tout à fait raison, évidemment, donc quand même. Donc, chasse à court et chasse aux faucons pour justement le petit gibier, le faisan, par exemple, pour les lièvres, les perdrix. Donc, ils avaient donc leur faucon, et donc les faucons, donc, ils chassaient, donc, alors ici, vous voyez, donc, en chasse à court, c'est très réglementé. D'ailleurs, donc, il n'y a pas, ces hommes-là ne tuaient pas l'animal. Donc, il y avait un homme qu'on appelait le piqueur, et lorsque l'animal était blessé par les chiens, c'était lui qui allait tuer avec une lance l'animal. Mais eux ne tuaient pas. Ils étaient juste sur leurs chevaux. Alors, donc, c'est un peu particulier comme truc, mais bon. La chasse à l'arc, donc, évidemment, qui est très important. D'ailleurs,
Les archers sont très importants à l'époque, de toutes les époques, mais particulièrement lors de la guerre de Cent Ans. C'est à cause un peu des archers que les Français vont subir plusieurs défaites. Les archers anglais, donc, on pouvait tirer jusqu'à 10 flèches donc à la minute, ce qui est quand même pas mal, quoiqu'à l'époque des Romains, certains disent qu'on pouvait tirer, ou des Grecs même, dans le temps de l'épopée d'Ulysse, machin, jusqu'à 25 flèches à la minute. C'est presque une flèche aux 2 secondes. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Tandis que chez les Français, on avait des gens avec des arbalètes qui tiraient que 4 flèches à la minute. Alors, inévitablement, donc, faites le calcul, il y avait des pluies de flèches, évidemment, qui venaient de l'armée anglaise, et c'était donc leur première ligne, et nombreuses défaites ont été donc dues donc à cause donc des archers, quand même. Donc, chasse à l'arc ici donc en Auxerre, chasse que j'affectionne particulièrement puisque moi-même je suis un chasseur à l'arc. D'autres activités, évidemment, donc les tournois. Donc, la chasse, essentiellement, donc vraiment pour se nourrir, parce que c'est une activité noble, parce qu'évidemment, d'ailleurs, donc les paysans ne peuvent pas chasser sur les terres, des nobles, jamais, jusqu'au 18e siècle, si je ne m'abuse. Alors donc, l'autre activité, donc les tournois, donc les grands tournoiements, évidemment, donc vous étiez donc une dizaine de cavaliers, le but c'était de désarçonner l'adversaire et de rester seul donc sur le cheval, donc et la joute. Donc la joute, évidemment, c'était ce qu'on connaît plus, qu'on voit dans les films, 2 combattants, évidemment, donc qui se foncent dessus avec une lance et l'armure. Une fois qu'un qui est tombé, bien évidemment, on prend l'épée, on tente, c'est des combats assez particuliers. Donc, vous savez que dans les tournois, on ne tue pas l'adversaire, mais même dans les guerres féodales, il est interdit de tuer un chevalier. Donc, il y en a qui meurent, évidemment, ils reçoivent des blessures graves et tout, mais si on a la chance de pas, juste comme un prisonnier de guerre, okay, on s'entend, il y avait comme des règles. Il ne faut pas penser que c'était vraiment complètement débile, là. Chez les chevaliers, il y avait comme des règles, et donc on gardait le chevalier comme un butin. Et après ça, on pouvait le vendre pour de l'argent, des écus, bon, peu importe, de l'équipement. Mais donc, il y a cette idée, donc on ne tuait pas donc les chevaliers. Donc, il y a 2 activités, la chasse et les tournois. Il y a 2 cérémonies, donc des cérémonies très importantes, donc celle de l'hommage. Vous verrez donc Tristan, donc dans Tristan et Isolde, on ne voit pas la cérémonie complète de l'hommage, mais on voit très bien que notre ami Tristan va abandonner famille, terre et tout pour suivre donc le roi Marc pour devenir son homme lige, c'est-à-dire donc son vassal préféré, si on veut, donc son garde du corps préféré, on pourrait voir ça un peu comme ça, donc son conseiller, bon, un truc comme ça aussi. Bon, je ne veux pas raconter des trucs de Tristan pour pas dire des punchs, mais en tout cas, vous verrez pour quelles raisons, bon, tout ça. Alors donc, c'est la cérémonie donc de l'hommage. Une cérémonie très importante, évidemment, donc peut-être un peu moins ritualisée que la deuxième cérémonie qui est celle de l'adoubement, donc où on devient chevalier, mais donc c'est une cérémonie quand même qui est très importante et où on va prêter un serment. Donc, on peut prêter un serment aussi à un baron. On n'est pas toujours obligé de prêter serment au roi. Donc, par exemple, c'est toujours la personne qui est au-dessus de nous, dans le fond, à qui on va prêter allégeance. Donc, ça peut être un baron, ça peut être un prince, ça peut être le suzerain directement, mais il y a toujours cette idée-là. Donc, deuxième cérémonie, donc très importante, celle de l'adoubement. Donc, cérémonie qui se pratique encore dans certains pays, là, lorsque les gens, comme en Angleterre, vont devenir lord, par exemple. Donc, quand ils sont avec l'épée, donc machin, bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est la même signification, si on veut, historique. Donc, de prêter allégeance à la couronne britannique, par exemple, ou à la reine. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Donc, avant la cérémonie donc de l'adoubement, donc, l'aspect religieux est très important. Vous avez donc le jeune garçon qui est un noble, comme je disais tantôt, la plupart du temps, qui est rendu à 18-20 ans. Il va passer donc une nuit complète. Donc, la cérémonie, c'est comme le matin habituellement. Donc, une nuit complète à prier. Donc, il y a des prières particulières. Il va invoquer Dieu, il va prier Dieu, donc machin. Et ensuite de ça, là, il y aura la fameuse cérémonie. Il se met un genou par terre, on met l'épaule de chaque côté. Et il va dire, par exemple, donc, mon épée a 2 tranchants. Un tranchant pour protéger le roi, un tranchant pour protéger Dieu. C'est comme les deux axes constants de l'époque médiévale, si on veut. Et ensuite de ça, on va crier les cris de guerre des chevaliers français. Par exemple, Montjoie, Saint-Denis. Donc, il y a une espèce, et là, il y a une fête ici qui va autour de ça. Alors donc, important aussi, donc on le verra, il y aura un cours un peu là-dessus, éventuellement qu'on abordera donc Tristan et Isolde, c'est l'importance pour ces chevaliers-là, donc,
d'un code d'amour, si on veut, hein, donc parce que, tu sais, il faut comprendre que ce monde aristocratique-là, c'est un monde difficile. On veut aussi disons, se séparer du vilain. On veut se séparer, donc, hein, du vulgaire, donc hein, des paysans, bon, tout ça. Alors donc, on va créer des cérémonies, on va créer évidemment donc un code d'amour, donc on va appeler l'amour courtois ou le fin amore, donc hein, l'amour fin, l'amour donc beau, évidemment, donc hein, qui est une relation d'amour platonique, donc hein, ou semi-platonique entre un chevalier et sa dame. Ce type d'amour-là, ce code d'amour-là, il est copié sur le système féodal. Donc, dans le système féodal, on le verra tantôt, vous avez un suzerain et vous avez donc un vassal. Et dans la relation d'amour, vous avez donc une suzeraine, qui est la femme, et vous avez un vassal, qui est l'homme. Donc, dans cette situation-là, l'homme est constamment, donc, le vassal de la femme, le serviteur de la femme. C'est lui, c'est l'amour tel qu'on devrait tous le concevoir, dans le fond. Parce que moi, j'ai peut-être une conception très, très courtoise là, de l'amour, mais c'est un peu ça. Donc, une relation d'amour platonique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une relation d'amour platonique. OK, platonique, ça vient de... Platon. Oui, Platon, exactement. Platon qui avait comme une vision particulière, donc un espèce d'un monde idéal de l'amour, bon, peu importe ça. Et dans une de ses œuvres, Le Banquet, il va définir un peu cette idée de l'amour platonique. Ici, c'est un peu différent parce que chez les chevaliers, l'amour platonique, c'est un amour sans relation sexuelle. Okay, donc, vraiment, il y a des attouchements, il y a certains trucs, jusqu'à une nuit particulière qu'on appelle la nuit de l'Assag. On verra ça un peu plus tard. Donc, la nuit de l'Assag, c'est où toutes les relations sexuelles sont permises, donc hein, quand même. Mais ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, eux, comme ils conçoivent leur relation, c'est une relation d'amitié qui se base évidemment donc sur une certaine réciprocité, sur une certaine... Chacun devient... Pardon? Oui? Alors donc, fermez votre micro si c'est ouvert. Alors donc, une certaine relation donc, hein, de réciprocité, de confidence. Donc, hein, les deux amants deviennent des confidents. Ça peut durer en 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est pour ça même que, moi, je trouve que c'est quand même très bien, évidemment, donc, hein, parce que ils ont bien compris, dans le fond, que je vais vous citer une phrase que un des professeurs d'université nous avait dite il y a à peu près 25 ans ou 20 ans que j'ai encore en tête, c'est « Le désir ne demeure que parce que l'objet est absent ». Donc, l'objet, ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un objet matériel, peu importe. Donc, le désir ne demeure que parce que l'objet est absent. Donc, une fois qu'on a l'objet de notre désir, déjà, on le désire moins. Alors, eux, ils ont bien compris cela, donc ils repoussaient le plus possible l'acte sexuel pour qu'on soit toujours donc dans les lettres d'amour, dans le désir, dans l'espèce donc de confidentialité, si on veut donc ça. Et vous verrez donc que chez Tristan et Isolde, malheureusement, ça va moins bien fonctionner à cause donc d'un filtre magique, bon machin, vous allez voir. Alors donc, on verra que justement, à cause de cet élément-là, Tristan et Isolde n'est pas une œuvre entièrement courtoise. Ça, évidemment, on verra à cause de la magie. Donc, c'est une espèce d'hommage à la suzeraine, c'est un code d'amour, c'est vraiment, donc, en somme toute, assez sympathique, mais ils ont bien compris, justement, parce que, donc, c'est ce que je dis souvent aux jeunes femmes, aux jeunes garçons, ne vous donnez pas tout de suite. Laissez-vous désirer le plus longtemps possible. Faites-vous écrire des lettres. C'est une conception un peu courtoise de l'amour, mais c'est une conception qui fonctionne bien, qui marche bien. Alors donc, c'est ça. OK, donc si vous avez le fameux tournoi de Inglever, donc 1389, je ne m'abuse, donc la première fois. Donc, c'est un des tournois les plus populaires donc de l'époque. Ça se passe près de Calais. Donc, Calais, c'est au nord de la France. Donc, à l'époque où justement, donc, le roi d'Angleterre a pris et presque rendu donc à Calais, si on veut, c'est comme une zone limite. Et c'est un magnifique territoire où là, il y avait donc des joutes. On gagnait pas vraiment de gros prix, on gagnait surtout du prestige. Là, donc, il y avait toute une cérémonie des tentes. Imaginez comme on voit dans les films, dans les reproductions historiques. Donc, on voyait le roi qui arrivait donc déguisé pour ne pas se faire reconnaître. Donc, il y avait les dames, bon, tout ça. C'était vraiment donc, assez sympathique comme truc. La joute, évidemment, donc que vous voyez, tout ça ici, qui est vraiment la reproduction la plus commune donc des trucs, des combats médiévaux, avec donc les fameux chevaliers donc qui tentent de désarçonner donc l'adversaire.
Des types d'armures ici, donc quand même, il faut penser les armures donc vont évoluer quand même pas mal. Le harnois, on le verra tantôt, c'est l'armure, le summum de l'armure. Et ici, donc, quand vous avez des zones quand même, donc H-E-A-U-N-E, sont les casques, donc qui sont très, très solides. À l'époque donc de la guerre de 100 ans, c'est l'époque où les armures vont être les plus épaisses, notamment à cause donc des archers de l'armée anglaise. Parce que les flèches passent à travers, évidemment, donc les endroits stratégiques, donc les fameux endroits stratégiques, que ce soit le cou, que ce soit donc les aisselles, donc en tout ça. Évidemment, donc ils font faire des armures de plus en plus épaisses, mais ça ne durera pas si longtemps que ça. D'ailleurs, donc le type d'armure, c'est vraiment limite à l'époque médiévale. Donc, vous savez, les légions romaines avaient des armures en cuir, en bois, donc pour le déplacement, donc pas des trucs un peu comme ça où tu peux pas te déplacer, que c'est un peu, disons, tu tombes par terre puis tu te fais tuer. Évidemment, c'est un peu particulier. Alors, on va développer aussi des types d'armes pour les armures, éventuellement, ce qu'on appelle donc des armes d'estoc, que vous connaissez peut-être, pour ceux qui font d'escrime. Les armes d'estoc, c'est des armes donc de pointe, là, on fait juste piquer avec la pointe, un peu comme un fleuret, tandis qu'il y a des armes de taille, qui sont les épées où on frappe donc de côté. Et on va se rendre compte que les armes de taille, pour les armures, ça ne sert pas à grand-chose, évidemment. Donc, on va inventer des espèces d'épées, donc des armes d'estoc qui vont pénétrer, paf, aux endroits stratégiques, au cou, aux aisselles, pour blesser, évidemment, donc le plus possible les soldats. Armure ici donc de chevalier avec donc la fente pour la selle évidemment, la spalière donc qui protégeait donc l'épaule parce que la lance frappait toujours du même côté. Donc ici, donc, une armure donc, à pied, donc plus ancienne, beaucoup plus lourde. On dit que les armures pesaient entre 25 et 35 kilos à peu près, donc ce qui fait 70, 72 livres. C'est quand même assez lourd, on s'entend. Et surtout le maniement aussi, donc, dans ces trucs-là, qui peut être assez difficile. Je mets ici donc l'épée de Charlemagne. C'est quand même une épée donc, qui a près de 1200 ans. Donc, Charlemagne est mort en 814, sacré roi en 800. C'est une véritable épée de l'époque. On s'entend, c'est pas une reproduction, elle est au Louvre, elle est toujours là, vous pouvez avoir la chance d'aller la voir. Elle s'appelle donc la Joyeuse. Toutes les épées d'époque sont nommées, donc Excalibur, c'est l'épée du roi Arthur, Durandal, celle donc de Roland, et la Joyeuse, c'est l'épée de tous les rois de sacre, de tous les sacres des rois de France, depuis cette époque-là, évidemment. Elle est quand même, somme toute, assez magnifique et très, très symbolique. Bon, les armes ici, ça va. Les tours de siège, ça existe depuis l'Antiquité. Les catapultes aussi, les béliers aussi. Ce qui est plus nouveau, c'est la bombarde ici, qui était vraiment pas très utile. C'était juste bon pour défoncer, si on veut, une muraille, donc vraiment très, 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 très proche. Sinon, c'était pas précis, c'était pas vraiment efficace. Mais pour défoncer un truc, c'était quand même relativement bien. Les armes, donc, que vous connaissez, donc ça va. La cérémonie, donc, ici, de l'hommage, donc, où vous avez vraiment, donc, vous voyez, donc, c'est peut-être un prince, un autre roi qui va donc vraiment vouer donc son allégeance au suzerain. Vous voyez donc l'importance du contact de la main. Je l'avais dit, donc c'est vraiment fondamental. Même nous, on le sait. D'ailleurs, ça vient de l'époque médiévale, cette idée donc de serrer la main. Et la main droite particulièrement, parce que les chevaliers étaient formés pour être droitiers. Peu importe si vous étiez gaucher au départ, vous étiez droitier, vous étiez pour devenir droitier, et on serre donc la main droite. C'est comme un contrat, on le sait, même malheureusement, on peut plus le faire. Là, nous, on est là avec le coude, machin, mais tu sais, serrer la main à quelqu'un, une poigne ferme, on regarde dans les yeux, on serre la main, ça identifie déjà une espèce de contrat, donc entre les deux, bon, tu ne me trahiras pas, on est amis, bon, un truc comme ça. Donc, il y avait vraiment cette importance-là. Même chose ici, donc, pour l'adoubement, où on avait donc l'épée de chaque côté, le contact de la main, bon, ici, il y a la main gauche parce qu'il tient l'épée de la main droite, là. Mais donc, il y a cette idée-là quand même du contact physique qui est quand même très, très important. Et c'est à partir de l'époque médiévale où on va serrer la main. C'est vraiment lié à ceci. Alors, donc, voilà pour le premier ordre de la société médiévale, donc les bellatores, donc ceux qui font la guerre. Donc, les chevaliers, les nobles, toute l'époque de Tristan, tous les personnages principaux chez Tristan, ce sont donc des grands chevaliers. Vous allez voir, on va parler des personnages donc, du roi Arthur, donc chevalier de la table ronde. Bon. Maintenant, donc, deuxième ordre, donc aussi important, si on veut, parce que ce sont eux qui vont transmettre le savoir, ce sont eux qui sont les gardiens donc du savoir de l'Antiquité, du savoir du Moyen-Âge, de la religion, évidemment, donc de la langue du latin, puisqu'évidemment, c'est eux qui vont en faire perdurer donc l'utilisation du latin jusqu'au 19e siècle, on pourrait dire. Alors, c'est ceux qu'on appelle les oratores. Donc, c'est ceux qui prient, ceux qui chantent, donc d'où le terme
orateurs, donc en oratores, donc ce sont les hommes d'Église. Des personnages très importants, évidemment, donc entrer dans les ordres, c'était pas toujours donc évident, mais il y avait donc des gens qui cherchaient aussi la sécurité à travers cela. Donc, dans une époque terrible, lorsque vous étiez donc prêtre, moine, donc évidemment vous étiez sous une forme de protection, comparativement donc à un paysan ou un truc comme ça. Donc, beaucoup d'hommes entraient donc dans les ordres un peu pour cela. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils s'occupent de la foi. On se souvient donc de l'importance donc de la religion catholique à l'époque, évidemment. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. On en reparlera tout à l'heure. D'ailleurs, donc, j'avais mentionné, même pour les chevaliers, la première nuit avant de devenir chevalier, c'est une nuit de prière. Donc, alors, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, donc, ils vont imposer les valeurs catholiques, tous les sacrements, les fêtes religieuses qui sont mises aussi dans des livres d'heures. On verra ça tout à l'heure. Donc, un livre d'heures, c'est magnifique. Alors, donc, toutes ces fêtes religieuses, toutes ces valeurs catholiques sont vraiment donc diffusées par les hommes d'Église, ce qu'on appelle donc les oratores. En plus, donc pour nous un peu intellectuels ou pour ceux qui poursuivent des études ou ceux qui aiment les livres, ben, ils se sont occupés quand même de toute la transmission du savoir et de l'éducation. Quand même, c'est quelque chose de fondamental. Sans eux, on aurait perdu donc énormément donc d'œuvres, on aurait perdu énormément donc de grands textes qui soient sacrés ou qui soient profanes, mais donc ils ont été là pour justement conserver ce grand savoir de l'humanité. Vous savez d'ailleurs comment on faisait les copistes, donc quand les moines copistes, ils copient donc des manuscrits. Alors, donc, c'est justement, donc, c'était le point suivant. Donc, ils vont copier les manuscrits. Je n'avais déjà parlé, en tout cas, si ça vous intéresse un peu, ce monde quand même moyenâgeux, des moines, un univers assez glauque, tout ça, je vous invite à voir le film, donc, qui est difficile à trouver quand même, là, parce que même sur le net, on a tenté de le trouver, moi et mon épouse. On peut l'acheter en version, mais peut-être que vous avez donc des sites là, que je ne connais pas, où on peut voir donc des films. Donc, ça s'appelle Le nom de la rose. Donc, c'est tiré d'un roman de Umberto Eco, donc un grand romancier qui est décédé il y a 2 ans ou 3 ans, un grand spécialiste de la littérature. Et donc, il écrit un roman et justement, ça se passe donc dans les vieilles abbayes, donc en Italie, avec donc les franciscains, les bénédictins. Et là, donc, il y a une histoire de meurtre autour donc d'un manuscrit. On ne sait pas trop c'est quoi le manuscrit, mais peu importe. Et là, on voit un peu comment justement à l'époque on faisait donc pour conserver un certain secret sur les œuvres. Donc, on donnait par exemple à un moine donc dans une abbaye 10 pages d'un manuscrit, dans une autre abbaye à un autre moine 10 pages d'un manuscrit, et ainsi de suite, pour que justement ce soit pas qu'un seul individu qui puisse avoir donc connaître l'intégralité de l'œuvre, pour ne pas qu'il justement critique, par exemple, donc je sais pas s'il lit un truc de Platon ou d'Aristote ou de Pythagore, évidemment qu'il se trouve des trucs qui vont à l'encontre un peu de l'Église catholique, mais pour ne pas que lui, il sache. D'ailleurs, ça a donné lieu à des très mauvaises traductions, puisqu'évidemment, donc le premier moine dans une telle abbaye choisit, par exemple, le mot grec, tel truc, il traduit par, je sais pas, cheval, et l'autre, il le traduit par zèbre, par exemple, dans une autre abbaye. Alors, évidemment, donc, là, dans une même œuvre, au début, c'est un cheval, après ça, c'est un zèbre, après ça, c'est un autre truc. Alors, donc, ça a donné vraiment donc de très mauvaises traductions. C'est pour ça que les hommes de la Renaissance, ils vont reprendre ces œuvres-là dans leur langue d'origine, en grec, en latin. Ils vont refaire tout le travail un peu que les moines avaient fait, évidemment, donc à l'époque médiévale. Mais ils sont les grands gardiens, si on veut, de la culture de l'Antiquité. Ils sont aussi, donc, ils vont produire ce qu'on appelle des enluminures. Donc, ce sont des œuvres d'art. Donc, tous les bouquins de l'époque médiévale, les bouquins, pas tous, évidemment, mais la plupart des œuvres religieuses, des grandes œuvres sont comme ceci. Regardez la calligraphie, c'est magnifique. Les dessins, c'est de toute beauté. Donc, souvent, on utilisait pour les dorures de véritables feuilles d'art, des feuilles d'argent, donc qu'on appliquait sur le papier. Donc, le mec, il travaille 3 ans de temps sur une œuvre comme celle-ci. Donc, c'est quand même des œuvres exceptionnelles. Donc, ça fait partie des grands trésors donc du Moyen-Âge. Et comme on n'a pas beaucoup de choses là-dessus, bien évidemment, on est très content donc de les conserver. Si vous allez au Louvre, si vous allez donc au musée de Cluny, donc à Paris, c'est le musée national du Moyen-Âge, vous allez voir donc des œuvres comme celle-ci qui datent, qui ont 1000 ans. Alors, c'est vraiment quand même assez fascinant.
Regardez comme c'est magnifique. Quand on regarde nos livres à nous aujourd'hui, donc on s'entend que ça fait, donc c'est assez ordinaire, hein, noir sur blanc et trucs comme ça. Mais à l'époque, c'était des livres hein, comme ceux-ci. Là, vous allez me dire, ben, il n'y avait pas tant que ça non plus, parce que bon, c'était réservé à une élite, effectivement, mais quand même, donc hein, c'était vraiment donc assez magnifique. OK, donc maintenant, une autre œuvre d'art, j'invite donc à quand même prendre ça en note, tapisserie de Bayeux, parce qu'il est possible, dans mon examen, que je mette une image. Donc, par exemple, l'image qui va suivre, là, bon, tout ça, et que je vous demande, donc, ben, à quoi correspond cette tapisserie, ou c'est quoi le titre, ou mettons un truc comme ça. Parce que, comme je le disais, donc, c'est important que vous ayez une certaine connaissance. Donc, il n'y aura pas 14 questions sur l'histoire de l'art, on s'entend, mais il peut y avoir une question ou deux, hein, juste pour le plaisir, comme sur l'architecture gothique, par exemple, ou comme sur, bon, parce que c'est important d'avoir une certaine vision globale des choses. C'est pour ça que je fais écouter de la musique quand je peux, là. Et c'est pour ça que je mets des toiles, bon, de l'architecture, parce que quand vous allez maintenant voir ou entendre parler d'un château médiéval, bon, ça va, mais d'une tapisserie, d'un truc comme ça, bien là, vous allez avoir une image là-dessus, ce qui est quand même assez important, je trouve, donc en tant qu'humain, en tant que bon. Alors donc, c'est ce qu'on appelle la tapisserie de Bayeux. C'est la chance, ou la tapisserie de la reine Mathilde. C'est la chance d'aller en Normandie, dans la ville de Bayeux. C'est pour ça qu'on l'appelle la tapisserie de Bayeux. Vous pourrez donc voir cette magnifique tapisserie qui fait 70 mètres de long. De mémoire, je pense que ça va environ donc peut-être 45 cm de haut, où on raconte non seulement donc la bataille de Hastings, la bataille lors de laquelle Guillaume le Conquérant va devenir roi d'Angleterre, mais aussi, ça raconte donc un peu la vie un peu des gens. Donc, ça va montrer aussi donc le bestiaire, les bêtes que l'on valorisait, que l'on aimait particulièrement, des instruments de culture. Donc, il y a toute une histoire derrière cette fameuse tapisserie de Bayeux. Elle est même une histoire elle-même. Les nazis, d'ailleurs, donc en 1944, lorsque Hitler, lorsque les nazis fuient la France, donc il y a deux SS qui se présentent donc à Bayeux et ils disent, ben là, on est venu chercher la tapisserie, machin, avec les armes et tout. Et évidemment, donc, il va heureusement, un mois avant, elle avait été donc transférée donc au Louvre et le Louvre était pris par les résistants. Donc, les Allemands ne sont pas allés au Louvre et tout. Mais vous savez que Hitler voulait avoir son propre musée. Hein. Donc, vous savez que les nazis ont volé donc des milliers d'œuvres. Ils ont fait des autodafés. Ils ont brûlé des œuvres de Picasso, de Van Gogh. Donc, tout ça, c'est quand même assez hallucinant. Et si l'histoire vous intéresse un peu, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et l'histoire donc de l'art, si on veut, je vous invite à voir un très beau film qui est un film récent avec George Clooney, avec Matt Damon. C'est assez drôle, c'est pas un film hyper sérieux, mais c'est basé sur une histoire vraie. Ça s'appelle The Monuments Men. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors donc, semble-t-il qu'une fois qu'on a appris que les nazis, donc que Hitler voulait son musée et qu'il volait plein de trucs, ben il y a des Américains, 7-8, des gars d'histoire de l'art, un architecte, machin, trucs comme ça, qui se sont dit, mais on ne peut pas laisser faire ça, il faudrait faire un commando. Donc, ils sont partis. Bon, évidemment, on avait déjà débarqué en Normandie, là, on s'entend qu'ils sont, mais quand même, il y a un mec qui va mourir là-dedans, et ils vont retrouver, donc, je pense, 40 000 ou 50 000 œuvres qui ont été volées, donc, par les nazis. Alors, c'est quand même c'est un très, très beau film. C'est un film, un film correct, mais quand même. Alors, donc, toute une histoire autour de cette fameuse bataille, donc, de tapisserie, cette fameuse bataille de la tapisserie de Bayeux. Ici, donc, vous voyez, donc, les couleurs, donc, ne rend pas hommage. Donc, quand même, c'est après de 1000 ans, on s'entend, ça a plus de 1000 ans, donc c'est 1066. Alors, évidemment, donc, dans cette tapisserie-là, évidemment, donc, les couleurs, donc, ici, je rends pas hommage, mais si on la voit en vrai, les couleurs sont magnifiques, c'est brodé, c'est épais, vraiment, c'est, ouais. C'est la tapisserie, celle-là, de Bayeux? Oui, exactement. Ce n'est que des petites parties. Là. On s'entend, les 70 mètres de long. Donc, c'est ça. Donc, ici, vous voyez, donc en latin, donc cavalli, donc les chevaux, donc cavalia, donc en chevaux. Donc, ici, donc, débarquent, donc les chevaux. On voyait qu'ils amenaient les chevaux en bateau, machin. On voit tout le bestiaire ici, dans le fond. C'est quand même assez quel type d'animaux on vénérait, pourquoi. Donc, il y a toute une symbolique des animaux encore aujourd'hui, mais plus particulièrement au Moyen-Âge, donc des animaux mystiques, les dragons, bon, un truc comme ça. Vous avez une autre ici que j'ai mis particulièrement, que je trouve particulièrement intéressante parce qu'il regarde donc l'étoile, donc Isti Mirante Stella, donc étoile.
comme on avait dit au dernier cours, donc en Compostelle, champ d'étoiles, Compostelle. Donc, ici, donc, ici, Mirandi, donc les gens regardent l'étoile, mais c'est pas une étoile ordinaire. Il y a un gars en 1705 qui travaillait sur les comètes. Et il dit, ouais, mais là, j'ai vu, bon, une comète qui revient tout le temps, je l'ai vu donc sur la tapisserie de Bayeux, je l'ai vu dans des trucs en Chine, j'ai vu dans des trucs. Et donc, il dit, et le gars, il a déterminé, donc là, il l'a nommé de son nom. Donc, c'est la fameuse comète de Halley. Donc, c'est vraiment celle-là qu'on voyait en 1066. Donc, déjà, ça aussi, c'est un indicateur. Ça nous a permis, donc, nous, modernes, ou lui, Halley en 1705, de dire, OK, ben là, c'est vraiment la comète de Halley, donc, quand il passe là-dessus. D'ailleurs, elle passe aux 77 ans. Et donc, la prochaine fois, ce sera, je pense, en 2051. Vous aurez peut-être la chance de la voir. Moi, en 1984, j'avais 10 ans. Mon père, il était pas super... je veux dire, il n'aimait pas particulièrement, je sais pas, il n'était pas intéressé par ça, donc je n'ai pas pu nécessairement la voir, mais j'aurais aimé ça. Vous avez peut-être la chance donc de la voir. Donc, les orateurs, évidemment, donc c'est des hommes d'église. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi donc ils ont des tonsures. Donc, on pense que c'est comme ils sont vieux, comme moi, bientôt, je vais être vieux puis je vais caler des cheveux, mais c'est pas ça du tout. Donc, une tonsure, c'était le premier, lorsqu'on rentrait dans les ordres, c'était le don de soi. Donc, ils faisaient tous, ils se rasaient, même si tu avais 15 ans ou 18 ans, tu te rasais le crâne sur le dessus comme ça. Donc, est-ce que c'est en lien avec l'auréole divin? Je ne sais pas exactement, mais c'est vraiment comme le premier don donc, de soi, des cheveux qu'on donnait donc, pour le passage donc, vers Dieu. Alors, ici, avec les textes, évidemment, les livres, tout ça. Ici, ne prenez pas en note, mais quand même, je vous le montre quand même, c'est un livre d'heures. Donc, un livre d'heures, c'est un calendrier avec donc les heures liturgiques de la journée, avec donc les signes du zodiaque, machin. Et c'est une des plus belles œuvres donc de l'époque médiévale qui a été conservée. Alors, donc, c'est les très riches heures du duc de Berry. Et donc, ici, bon, ça nous indique quelques éléments sur l'époque. La tombe des moutons qui se faisait probablement en juillet. Donc, vous avez les signes astronomiques, les dates de fêtes religieuses, machin. On coupait le blé, donc à la même époque. Ici, au mois d'août, on voit moins parce que c'est plus la fête. Il y a des gens qui se baignent derrière, ici, bon, tout ça. Donc, c'est vraiment magnifique. Hein? C'est quand même des œuvres qui sont restées, donc qui sont exceptionnelles pour ça. Ici, vous avez donc les vendanges, donc le vin. Et ici, vous avez donc lorsqu'on va semer au mois d'octobre. Ici, vous avez ce qu'on appelle un vanneur, donc avec le truc blanc qu'il a, donc c'est un vent, donc V-A-N. Donc, on met les graines à l'intérieur et là, donc, on fait... donc, ça nous indique, évidemment, un peu certains éléments parce qu'on n'a pas beaucoup de textes, on n'a pas beaucoup d'écrits, mais on a quelques œuvres comme ça qui nous donnent des renseignements sur ce qui était donc à l'époque médiévale, comment les gens vivaient, les outils qu'on utilisait. Donc, c'est quand même des monuments historiques, monuments entre guillemets, là, des monuments historiques importants. OK, donc le troisième ordre de la société médiévale, donc quand c'est ceux qui travaillent, donc c'est à peu près 80% de la population, c'est ce qu'on appelle les laboratores. Donc, d'où le terme de labeur, faire dur labeur, travailler fort. Alors, donc, quand ces gens-là sont des travailleurs, ce sont donc des marchands, des paysans, donc des gens qui font des sortes de trucs, évidemment. C'est eux qu'on va appeler, évidemment, aussi les bourgeois. Donc, pourquoi? On l'avait dit au dernier cours, parce qu'ils habitent donc dans les bourgs, donc justement à l'extérieur donc des murailles du château. Alors donc, bellatores, oratores, laboratores, donc à retenir, évidemment, donc les termes en latin, s'il vous plaît. Donc, bon. Alors, donc, ils vont se regrouper en métiers. Donc, c'est vraiment le début de ce qu'on va appeler le compagnonnage ou les compagnons, que vous connaissez peut-être comme appellation. Je ne sais pas s'il y a des gens dont les membres de la famille travaillent dans la construction, que ce soit donc en électricité, donc que ce soit donc dans la plomberie, dans le système intérieur. Donc, vous savez qu'il y a une période de temps où ils sont des apprentis, donc ils doivent faire un certain nombre d'heures. Et ensuite de ça, on a une carte qu'on appelle la carte de compagnon. Vous voyez, donc si jamais votre frère ou votre oncle, votre cousin dit « Ah, là, je suis devenu compagnon », bien, vous lui direz que ça vient de l'époque médiévale, parce que compagnon, ça veut dire partager le pain. Donc, on partage le pain avec, une fois qu'on est devenu maître, donc on partage le pain. D'ailleurs, c'est donc assez particulier. Donc, d'ailleurs, vous connaissez peut-être l'expression, en fait, si vous avez lu ou vu le film Le Parfum de Patrick Suskind, certains d'entre vous ont-ils déjà lu? Moi, j'ai lu le livre, monsieur. Oui, vous vous souvenez, donc, Jean-Baptiste Grenouille il va devenir compagnon donc, dans la parfumerie. Oui, ben, il fait plus qu'une parfumerie, là, mais il devient le compagnon. Oui, c'est ça. Ouais.
Du monsieur qui meurt, là, oui. Ouais, c'est ça exactement, ouais, tout à fait. Alors donc, c'est le début donc du compagnonnage et même l'idée du Tour de France, le Tour cycliste, là, vous allez dire, qu'est-ce qu'il raconte là? Mais l'idée du Tour cycliste de France, qui commence en 1903, est basée un peu sur cette idée des compagnons qui devaient faire un Tour de France pour pouvoir acquérir un savoir et revenir dans une ville et donc ouvrir une boutique. Ah, donc, c'est un peu dans cette idée-là. Alors, ils habitent hors des murailles, dans les bourgs, d'où leur nom de bourgeois. Ce sont des paysans, des artisans, des marchands. Alors donc, nous, aujourd'hui, on a une conception assez particulière lorsqu'on dit hey, c'est un vrai bourgeois, donc il appartient à la bourgeoisie, donc on pense que c'est des gens riches, évidemment. Donc, l'idée de bourgeois, à l'époque médiévale, c'est vraiment pas cette idée-là. Donc, quand les bourgeois vont parfois, les marchands, les artisans vont faire une certaine somme d'argent, vont s'enrichir, mais on est loin, de l'idée de la bourgeoisie telle qu'on va la connaître donc à partir de 1992-95, donc après la Révolution française, lorsque les aristocrates vont perdre la tête, ils vont être tués, mais là, c'est les bourgeois qui vont prendre le dessus. Nous, on a cette conception-là, les bourgeois sont riches, mais à l'époque médiévale, bourgeois, ça veut juste dire que tu n'habites pas dans le château. Donc, évidemment, si tu n'habites pas dans le château, tu n'es certainement pas un noble, évidemment, donc quand tu es plus pauvre. Alors donc, les paysans, c'est ceux qui vont en arracher le plus, mais les artisans, si vous êtes un grand artisan, vous êtes capable de faire des épées, par exemple, vous êtes un forgeron, vous êtes un marchand de tissus, vous faites des bourses, des sacs, des trucs en cuir, évidemment, vous avez plus de chance parce que vous maîtrisez un métier et vous allez vivre plus honorablement, si on veut, qu'un simple paysan. Ou un serf, parfois, parce que justement, donc, quand les hommes ont droit de vie ou de mort sur leur serf. Donc, voilà pour les laboratoresses. Donc, c'est 80% de la population. C'est vraiment ceux qui travaillent pour les autres. Évidemment, donc, ils sont contents aussi de payer des taxes, de faire des travaux parce qu'ils ont une protection. Alors, il faut bien comprendre que tout ce monde-là prend sa place. Il n'y a pas vraiment personne. C'est sûr qu'on aimerait toujours peut-être appartenir à une autre classe sociale, surtout évidemment si on est paysan ou serf, mais il n'en demeure pas moins qu'on est content de ce qu'on vit, parce qu'on sait comment c'est dur. Alors donc, on peut être quand même content de faire des corvées, de payer des impôts, donc un truc comme ça. Alors ici, donc, une petite image de l'époque pour montrer quand même les outils. Quand même, il y avait des gens là-dedans qui étaient constructeurs de cathédrales, donc les équerres, donc tout ça. Donc, c'est quand même des hommes intelligents, des hommes vraiment qui font des œuvres qui après 1000 ans sont encore debout. Nous, on fait des ponts, puis après 75 ans, il faut le détruire pour en faire un autre. Vous savez à quel pont je fais référence? Vous voyez, mais là-bas, il y a des ponts qui ont 1000 ans, qui sont encore debout. Vous voyez, donc c'est quand même assez fascinant. Bon, on les emprunterait peut-être pas, mais quand même, ils sont toujours ils sont encore debout. Les techniques donc de culture, avec les roues, les chevaux, tous ces trucs-là, la serpe, donc la fameuse serpe donc, que les druides en utilisaient. Donc, il y a toute cette idée-là, donc toutes ces connaissances que l'on acquiert avec donc des images. Donc, voilà, ici, n'écrivez pas ça, là. Donc, c'est l'espèce de pyramide donc du monde médiéval, oratores, bellatores et donc les laboratoires. OK, donc quelques éléments maintenant sur ça va pour l'instant, le rythme, c'est bon? OK, merci, mademoiselle l'Église, de bien vouloir hocher de la tête. Ça me permet donc de savoir si c'est correct. Donc, la féodalité, donc deuxième point du jour. Donc, oui, je parle un peu trop aujourd'hui. Alors donc, féodalité. Alors, comme on l'avait dit, donc, au Moyen-Âge, la société est fortement hiérarchisée. Donc, tout le monde est à peu près le vassal de quelqu'un. Donc, on doit tous servir quelqu'un. Le seul qui ne sert pas personne, c'est celui qui est placé au haut de la pyramide, c'est-à-dire donc le seigneur, si on veut, donc le suzerain, mais même évidemment un baron qui est servi donc par des petits chevaliers, par exemple, ou un truc comme ça, bien, lui aussi, il se doit de protéger sa baronnie. Donc, ils ont tous une fonction de protection, une fonction aussi donc de servir, donc quand même. Alors, donc, à l'époque médiévale, donc, les relations sont gérées par des liens donc de vassalité. Donc, un vassal, c'est celui qui, donc, on a parlé avec l'idée donc de la cérémonie donc de l'hommage, vous avez le suzerain et les vassaux qui vont jurer obéissance et fidélité au suzerain. Ça peut être au roi de France, mais ça peut être aussi un archiduc, ça peut être un baron, donc quand même à qui on va jurer fidélité. Ça dépend toujours de où on est situé. Mais en jurant fidélité à un baron
qui, lui, le baron, a juré fidélité au roi, ben inévitablement, en servant le baron, on sert donc aussi le roi. Alors, on s'entend comme ça. Alors, évidemment, donc, ce qui est assez particulier, on parlait des chevaliers tantôt, c'est que les chevaliers, donc, il n'y a pas d'armée. Donc, le roi n'a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée organisée. Il fournit pas d'armes. Il fournit pas de chevaux. Il fournit pas d'argent. Alors, donc, les seigneurs, donc, doivent évidemment, donc, se débrouiller par eux-mêmes. Et justement, donc, ils le font aussi pour le prestige. Hein, évidemment, ils vont former leurs propres armées. Plus ils sont puissants, plus ils vont se rapprocher du roi. Donc, il y a tout ça aussi. Alors, tout est un peu une espèce de guerre, si on veut, donc, hein, pour se rapprocher le plus possible, donc, hein, du roi. Alors, donc, n'écrivez pas ça. Donc, féodalité, donc, système selon lequel un homme a des obligations envers un seigneur dont il devient le vassal. Ce qui est important à retenir, c'est que, justement, on a parlé de l'amour courtois tantôt. Ben, l'amour courtois, c'est copié sur le système féodal. C'est-à-dire que vous avez une suzeraine, qui est la femme, vous avez un vassal, qui est l'homme, et l'homme doit obligation, fidélité, donc à sa suzeraine. C'est un peu le principe de l'amour courtois. Et j'espère, messieurs, que vous êtes courtois donc avec vos copines, parce que c'est quand même, somme toute, assez important. Bien je sûr. trouve, en tout cas. Oui, bien sûr. Oui, ben oui, j'espère. C'est bon pour cette page? Monsieur Fadel, ça va? Oui, c'est bon, OK. Oui, c'est bien quand même. Là. Moi, je peux vous voir pour la plupart. Là. Ah, j'ai quelques... Oui, Mademoiselle Medjou, votre caméra? Mademoiselle Camara? Oui, allez... oui, caméra, s'il vous plaît, sinon je vais vous supprimer de ma liste. Merci. Oui, jeune homme. Ouais, quand ils veulent parler des liens de vassalité, c'est entre chevaliers. Oui, pour la plupart du temps, exactement. Ou en fait, ouais, parce que les seigneurs sont tous des chevaliers aussi, là. Oui, on pourrait dire ça, on pourrait résumer ça comme ça, oui. Maintenant, donc, justement, les hiérarchies féodales, donc, hein, pourquoi on en parle? Parce que justement, donc, dans Tristan et Isolde, vous verrez vassal, vavasseur, suzerain, homme-lige, paysan, donc, hein, pour bien comprendre un peu, donc, hein, ces grandes catégories, là, qui sont liées, donc, à des emplacements des terres. Donc, hein, c'est vraiment important de comprendre que plus on a des terres, plus on est des titres, plus on est titré. C'est la possession de terre qui donne le titre. C'est pas nécessairement le titre qui donne les terres. Il faut bien voir ça. C'est pour ça qu'on combat toujours pour agrandir un territoire, pour posséder plus de terres, donc pour devenir plus important, si on veut. Hein. Par exemple, les marquis sont moins importants que les barons. Donc, les marquis, c'est ce qui délimite le royaume. Donc, si les premiers à être attaqués, ça va être les marquis. Alors, ils possèdent des marquisats. Donc, il y a toute une hiérarchie autour de ça. Donc, vous avez donc le suzerain, évidemment, le vassal, les vavasseurs, donc qui sont des sous-vassaux, donc on dit un vassal des vassaux, là, le paysan ou le serf. Le serf, évidemment, donc le paysan, ou celui qu'on appelle le vilain, donc qui vient de villa, qui veut dire maison de campagne. Donc, le paysan, c'est comme un campagnard à cause on l'appelait le vilain. Donc, les serfs, eux, donc, ils n'ont pas de chance vraiment de réussite sociale. Souvent, ce sont des individus qui ont été mis en esclavage, un truc comme ça, tandis que les paysans, parfois, vont être affranchis. Donc, d'une certaine façon, c'est des gens qui sont souvent nés dans la région, qui sont nés qui sont des locaux, là, si on pourrait dire comme ça. Et évidemment, donc, ils vont devenir paysans. Ils peuvent être affranchis. Il y avait certains paysans qui ont été affranchis, notamment lors de la guerre de 100 ans, parce qu'on avait besoin d'hommes. Mais actuellement, c'est plus rare. Donc, tout est très hiérarchisé. Donc, vous avez ces... Oui? Mais le mot serve, il fait penser à serviteur. Oui, tout à fait, exactement. Vous avez tout à fait raison. Exactement. Même d'ailleurs, vous allez voir au chapitre 4 dans Tristan et Isolde, Isolde va dire « Je suis ta serve ». Donc, le féminin donc de serviteur. De serf, pardon. Ah oui, effectivement. Donc, il y a cette idée, évidemment. Donc, et là, c'est drôle parce que là, justement, au départ, donc, on voit Tristan qui dit, voilà, vous êtes
vous êtes ma reine, bon, je suis votre serviteur. Puis elle dit, non, c'est moi qui est votre serve. Donc, on verra aussi qu'un des procédés, on va passer du vouvoiement au tutoiement. Donc, ça aussi, ça a un effet. Tu sais, l'auteur qui utilise, dit, au début, les deux, ils se vouvoient. Puis après ça, ils se tutoient. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un lien qui se développe. Ça veut dire qu'il y a une certaine proximité. Alors donc, vous, lorsque vous allez faire votre explication, puis mettons, vous avez à parler de la relation entre Tristan et Iseult, bien, vous pouvez utiliser ce procédé-là en montrant que justement, au départ, ils se vouvoyaient. Donc, l'auteur utilise le vouvoiement. Par la suite, il passe au tutoiement. Quel effet ça produit? Ça produit un effet justement de rapprochement, un peu comme si vous allez chez votre vous avez une copine ou un copain, vous allez chez vos beaux-parents, puis là, vous allez dire « Hey, salut toi, comment ça va, man? » Non, je pense pas, on s'entend. Vous allez vous voyer, vos beaux-parents, vous allez dire « Monsieur un tel, Madame un tel », jusqu'à temps que le monsieur ou madame dise « Ben là, tu peux me tutoyer, ça va. » Mais il faut qu'il y ait cette espèce donc de... On ne peut pas être rapproché dès le début. Donc, un peu, alors, on verra tous ces types de procédés, mais effectivement, donc, elle va dire « Donc, je suis ta serve, donc ta servante, ou bon, peu importe. » Donc, il y a des titres qui sont liés à l'emplacement des terres. J'en ai mis juste deux. Écrivez juste ces deux-là, si vous voulez. Là. Donc, pourquoi? Bien, parce que justement, la terre, c'est ce qui est fondamental. Et si on est roi, c'est parce qu'on a toutes les terres. Si on est duc, c'est parce qu'on a un duché, et ainsi de suite. Alors, donc, c'est pas l'inverse. J'ai pensé souvent que c'était l'inverse. Que donc, on avait, évidemment, si on hérite de notre père du royaume, bien évidemment, ça va. Mais au départ, c'est la personne qui a conquis le royaume qui mérite le titre de roi. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Donc, vicomté, baronnerie, donc chevalier. Moi, j'ai peut-être pas mis dans le bon ordre parce que, oui, marquis. Oui, théoriquement, les barons sont avant les marquis. Bon, ça, pas grave. Donc, voilà pour ceci. Ça marche? Et donc, dernière phrase. Donc, mis à part, évidemment, donc, le roi, tout le monde est le vassal de quelqu'un. C'est simple, donc on se doit évidemment donc de servir, c'est l'espèce donc de cercle. Et le roi donc a aussi donc des obligations, celle de protéger. Parce qu'évidemment, plus tu protèges évidemment donc tes bourgs, dans le fond, plus tu protèges ta région, ben moins ils sont incendiés, parce que c'est ce que les gens du voyage faisaient. Donc, par exemple, les Anglais, lorsqu'ils vont entrer dans des villes, ils brûlent tout. Ils brûlent toute la nourriture, ils brûlent tout ça. Donc, les Romains faisaient ça aussi. Les nazis faisaient ça lorsqu'ils sont retranchés. Donc, donc il y a toute cette culture un peu donc de ça. Donc, il faut protéger ces cultures parce qu'évidemment, il faut protéger, il faut de la bouffe, il faut vivre, il faut nourrir. Donc, il faut une expansion donc de l'endroit. Monsieur? Alors, oui. On pourrait dire que les serfs, sont inférieurs. Oui, tout à fait, exactement. Mais même des bourgeois en général étaient inférieurs aussi, on pourrait dire, selon l'ordre de la noblesse. C'est nous, pour certains nobles ou pour ceux qui ont beaucoup d'argent, on est inférieurs aussi. Vous voyez, alors, ça dépend toujours. Mais à l'époque, ce sont des esclaves. Donc, le serf, on a le droit de vie ou de mort sur lui. Alors, évidemment, c'est sûr qu'il est considéré comme quelqu'un d'inférieur, évidemment, donc aux nobles ou donc aux autres. Alors, donc, la fonction initiale donc, du suzerain, lesquelles, donc, c'est celle de protéger les gens. Donc, vraiment, à partir du 9e siècle, on se doit donc de protéger, évidemment, donc tout le monde. Et en échange, les vassaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont payer des taxes, ils vont faire des corvées, donc ils vont payer des impôts, l'impôt de la taille, par exemple, tout ça. Un peu comme nous aujourd'hui. Je veux dire, je disais, donc, quand ces gens-là ne sont pas mécontents de payer des impôts, effectivement, donc, c'est sûr que les paysans payent le coût de beaucoup. C'est sûr que c'est un peu comme aujourd'hui, c'est toujours le petit peuple. C'est toujours chez nous qu'on va augmenter les impôts. Les riches qui ont des paradis fiscaux, ils s'en vont, machin. Mais ces gens-là sont contents donc de payer des impôts parce qu'évidemment, ils sont protégés. Un peu comme nous, et c'est ce qu'il faudrait faire, évidemment. Il y a tellement de gens, moi, pas de mes collègues nécessairement, mais des gens que j'ai connus qui refusaient de payer d'impôts, qui faisaient toutes sortes de manigances pour ne pas payer d'impôts. Mais c'est parce qu'en même temps, ton assurance chômage, c'est tout le monde qui la paie. Tes frais de santé, c'est tout le monde qui les paie. Alors évidemment, donc payer de l'impôt, c'est essentiel. C'est même aujourd'hui, il faut. Si quelqu'un vous dit il faut payer d'impôts, mais je sais, là, profitez-en, vous êtes étudiant. Moi, je me souviens du bon temps où j'étais étudiant, je ne payais pas d'impôts, là, c'était correct. Mais évidemment, donc un jour, vous allez payer des impôts. Et c'est essentiel, un peu comme ces gens-là, ils vont faire les labours, ils font les moissons, font les vendanges, donc ils vont essayer donc
d'harmoniser donc en leur situation. Et si tout le monde est content, si tout le monde fait des sous, si tout le monde a de la bouffe, ben tout le monde est heureux, entre guillemets. On s'entend? Alors donc, ils sont pas fâchés de cela. Alors donc, si le contrat donc n'est pas respecté entre évidemment donc le vassal et donc le suzerain, il y aura ce qu'on appelle félonie. Donc, vous verrez que dans Tristan et Isolde, il y a plusieurs félons, des personnages qui vont, disons, parler dans le dos du roi Marc, tu sais, un truc comme ça. Bon, pour ceux qui l'ont lu, vous allez me dire qu'ils ont peut-être raison de faire cela, mais il en demeure pas moins qu'ils vont briser donc le contrat et c'est ce qu'on va appeler donc des félons, donc la félonie. Là, ça fait penser oui? au mot anglais pour comme un crime, felony. Ah, exactement, tout à fait. C'est exactement, tout à fait. Felony, oui, exactement. Oh, et d'ailleurs, même. Oui. Allez-y, oui. Ah non, j'écoute. OK. D'ailleurs, même dans on va parler des œuvres épiques, on va parler donc il y a des épopées modernes, on a parlé de la guerre des étoiles, par exemple, tout ça, mais dans la guerre des étoiles, je me souviens très bien, donc on sait que c'est Lucas, donc Lucas qui va s'inspirer beaucoup des Japonais, donc des chevaliers japonais, tout ça, mais aussi des chevaliers de l'époque médiévale, et je me souviens de l'épisode 4, qui est pour moi le premier épisode, on s'entend, c'était lorsque, évidemment, donc Léa, elle fait capturer par Darth Vader, et Vader va lui dire, Léa va dire, cette félonie porte bien votre marque. Donc, la félonie. Donc, déjà, on est dans cette idée, donc, il y a des chevaliers Jedi, donc on est tous dans cette époque, un peu, donc, du Moyen-Âge moderne. Désolé, monsieur, donc on peut dire que la félonie, c'est la trahison, non? Oui, tout à fait, exactement. Tout à fait. Alors, donc, voici donc le petit schéma que vous n'êtes pas obligé de reproduire. Mademoiselle Soumaro, oui, vous allez bien? Vous m'écoutez toujours ou vous discutez avec quelqu'un d'autre? OK, parfait, c'est bien, OK. Donc, je surveille un peu toujours mes étudiants. Alors donc, roi doit protéger donc ses vassaux et les vassaux doivent servir le roi. Donc, c'est un peu le même principe donc tout au long. Troisième point, donc, c'est ce qu'on appelle donc le salut donc de l'âme. Donc, le salut de l'âme, évidemment, donc on parlait de l'importance de la religion. Donc, l'idée, c'est de voir ses péchés absous. Si nos péchés sont absous, on va au paradis. Pour aller au paradis, il faut faire comme des sacrifices, il faut faire des pèlerinages, il faut donc construire des abbayes. On va parler donc des fameuses indulgences, des reliques. Donc, il y a toutes sortes de trucs là, qui nous font monter au ciel, si on veut, d'une certaine façon, dans la croyance donc, des gens donc, de l'époque médiévale. Il y a aussi, donc, je disais plutôt, des pratiques religieuses exacerbées, l'autoflagellation, le port du cilice, donc tous ces éléments-là permettent, si on veut, donc à l'homme, disons, d'avoir accès donc à un paradis. C'est un peu cette idée-là. Alors donc, au Moyen Âge, donc, on le dit, donc les hommes vivent dans un monde difficile. L'espérance de vie, c'est 45 ans. Lors de la guerre lors de la peste bubonique, qui a fait 25 millions de morts, donc en 5 ans, l'espérance de vie va descendre à 35 ans. Donc, quand même, donc en 35 ans, vous dites, il me reste à peu près 9 ans à vivre. Donc, c'est quand même assez terrible. Alors donc, tout est lié à Dieu. Donc, tout ce qui arrive, catastrophe naturelle, épidémie, machin, donc c'est lié au diable. Donc, on croit vraiment donc, à l'importance du malin, à l'importance du diable, parce que donc le Dieu n'existe pas sans le diable, tout ça. Donc, on croit vraiment à cela. Et évidemment, donc, on va se vouer donc, à la religion, donc, qui va être comme le fondement, donc, qui permet à l'homme donc d'échapper à la difficulté de la vie terrestre. Et la vie est tellement difficile, des enfants qui meurent, des épidémies, donc il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas rien, donc tout ça. Alors donc, il faut qu'il y ait une vie meilleure. Tu sais, ma vie est tellement difficile, même encore aujourd'hui, donc dans certains pays, dans certaines communautés, il y a des trucs super terribles, évidemment, qui arrivent année après année, donc, tout ça. Et évidemment, donc, il faut s'accrocher un peu à quelque chose parce qu'on dit, ma vie est tellement terrible qu'il faut qu'il y ait quelque chose ailleurs. Donc, ici, aujourd'hui, on a différentes conceptions de cela, pas tout le monde, peu importe, on n'est pas là-dedans, mais à l'époque du Moyen Âge, les gens pensent comme ça et il est certain que nous, modernes,
si on était né à cette époque-là, on aurait exactement la même conception de ça. On pourrait pas dire, moi, je suis un athée, moi, je crois pas en ça. On aurait exactement la même conception parce qu'on aurait été élevé là-dedans et c'est ce qu'on aurait vécu en nous aussi. Alors, donc, pour eux, tous les fléaux attestent donc la puissance du mal. Donc, que ce soit les sorcières, que ce soit les trucs, il y a toujours donc un lien à faire avec donc les puissances maléfiques. Et c'est pour ça qu'on va donc prier, faire des pèlerinages, donc faire des croisades. Donc, on a toute cette idée donc de la nécessité quand même donc d'aller au paradis, parce qu'on fait tous des péchés. Évidemment, donc chez les religieux, chez les catholiques, il y a les 7 péchés capitaux, donc machin, bon, c'est un peu élevé, là, mais quand même. Alors donc, on va mettre en place, donc, pour débusquer un peu le malin, débusquer un peu, donc, tous ces écarts de conduite, d'une certaine façon. Donc, Vous pouvez revenir à l'autre diapo, s'il vous plaît? Oui. Donc, on va mettre en place ce qu'on appelle, donc, l'Inquisition. Donc, l'Inquisition, donc, qui est un tribunal exceptionnel, donc, qui juge les hérétiques. Alors, on va mettre ça en place. Bon, il y a toute une histoire de l'Inquisition, l'Inquisition espagnole au Portugal, donc, en France, donc, partout en Italie. Bon. Oui, c'est bon. Alors, donc, l'Inquisition. Donc, vers 1215, donc, c'est quoi l'Inquisition? Donc, c'est un tribunal exceptionnel qui cherche à combattre les hérétiques. Donc, ceux qui ne suivent pas le dogme de l'Église catholique, ceux, évidemment, donc, qui ne vont pas se confesser, ceux qui sont un peu comme des alchimistes, parce que, au Moyen-Âge, il y a beaucoup d'alchimistes, des gens qui essaient de faire des potions avec des herbes naturelles ou un truc comme ça. Alors, donc, tous ces gens-là, parfois, vont passer sur le bûcher. Donc, les sorcières, donc il y a énormément de femmes donc qu'on accusait d'être des hérétiques, donc on va brûler sur des bûchers, donc comme Jeanne d'Arc d'ailleurs. Donc Jeanne d'Arc a été brûlée donc sur un bûcher. Bon, elle a été évidemment le duc de Bourgogne avait acheté évidemment donc l'inquisiteur, donc le tribunal, et il était condamné de toute façon. Elle a été condamnée pour hérésie, donc bon, truc comme ça. Alors évidemment, donc c'est assez particulier. C'est surtout l'image de Jeanne d'Arc qu'on voulait éteindre. Alors donc, c'est donc 2 papes, donc le pape Innocent III et Grégoire IX, pardon, qui vont utiliser donc qui vont mettre ça en place, donc l'Inquisition, et l'Inquisition donc utilise la torture pour sauver les hérétiques. Donc, il y a eu beaucoup de délations, donc c'est-à-dire des gens qui, bon, je sais pas, donc ne vous aimaient pas, donc ils allaient voir l'Inquisition, ils disaient, ah ben là, j'ai vu ce gars-là avec une poule noire, il fait des sacrifices à la pleine lune, un machin, un truc comme ça. Et évidemment, donc l'Inquisition débarquait chez vous et vous questionnait, donc à savoir qu'est-ce que vous aviez fait, bon, un truc comme ça. Et c'était assez terrible. Il y a des grands inquisiteurs, notamment un qu'on appelle Bernardo Gui, donc qui est très célèbre et tout. Et évidemment, quand ces hommes-là, ou quand cet homme-là arrivait dans votre village, on voulait pas le voir, là. On voulait pas le rencontrer parce qu'il pourrait trouver n'importe quelle raison pour vous torturer, vous brûler. C'était vraiment hallucinant comme époque. On dit qu'il n'y a pas eu tant d'exécutions que ça avec les grands inquisiteurs, là, mais quand même, donc c'est répertorié, il y en a quand même pas mal. Alors donc, quelques éléments donc de torture, quelques images montrant donc le bûcher, c'est une des plus populaires. Donc, on mettait les gens, on les brûlait vifs, évidemment, donc en pensant que justement l'âme pouvait aller au ciel lorsqu'il était purifié donc par le feu. Pardon. La moulinette intestinale, donc c'est assez particulier. Donc, on sortait l'intestin grêle parce que c'est le plus long, on l'attachait et on tournait donc à la moulinette jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'intestin, vous voyez le genre, donc c'est assez terrible. On écorchait vif aussi, donc c'est assez... Moi, j'ai vu cette fresque-là, donc à Saint-Savin, donc ça, c'est pas ma photo, parce que ma photo était de la fresque qu'ils l'ont refaite par ordinateur, là. Mais donc, on écorchait vif, donc on arrachait la peau, donc tout ça, assez particulier. L'élongation, l'écartèlement, donc à une certaine époque, on le faisait avec des chevaux, mais comme les chevaux démembraient l'homme, ça ne servait pas à grand-chose. On veut le faire parler, on veut le faire souffrir, donc on va tranquillement et on étire la fameuse chaise de Judas où on assit les suppliciés sur le dessus et on laisse tomber. Donc, c'est assez particulier comme truc. Alors donc, pour éviter donc tout cela, éviter de passer devant l'Inquisition, pour passer pour un bon chrétien, bien évidemment, donc on va essayer d'être sauvé par des pratiques religieuses, des pratiques particulières qui existent encore certaines aujourd'hui. Je vous parlais donc de l'autoflagellation, du silice, machin. Alors donc, au départ, les riches,
ils ont de l'argent, donc ils vont dire, bien là, on va construire des maisons pour Dieu. Donc, si on construit donc des maisons pour Dieu, c'est donc dire qu'on va pouvoir donc aller au ciel plus facilement, puisque justement, on aura donné quelque chose à la religion. Il y a aussi donc ce qu'on appelle des institutions qui vont s'ajouter à cela, donc les reliques. Donc, les reliques, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi donc des reliques? C'est tout ce qui a été touché par une personne sainte, ou admettons, ça peut être un parti de vêtement, ou même juste une dent, ou des cheveux, ou des trucs comme ça. Oui, exactement. Donc, ce sont les reliques qui ont été. Parfois, c'est même aussi des reliques d'un roi. Donc, on va garder certaines reliques d'un roi, mais essentiellement, ce sont donc des reliques qui ont appartenu donc à des saints, des personnages donc qui ont été béatifiés, peu importe, des apôtres du Christ, machin. Alors, donc, la possession ou le contact des reliques, c'est fondamental. Dans la chanson de Roland, vous verrez donc Roland, dans le pommeau de son épée, il y a une dent de Sainte-Madeleine, un morceau de cheveux de Saint Machin, un bout de tissu de la robe de je sais pas moi, de Sainte de Sainte Perpétue, je ne sais trop. Alors, évidemment, donc, quand vous avez ces éléments-là. Il y a aussi ce qu'on appelle donc les saintes reliques. Donc, c'est quoi donc ça, les saintes reliques? Est-ce que ce sont celles qui sont directement liées avec le Christ? Oui, exactement. D'ailleurs, d'ailleurs, il y a un homme qui a fait construire, on l'a vu au dernier cours, ça fait partie du gothique flamboyant. C'est le dernier monument qu'on a vu. Il a fait construire cette chapelle-là pour mettre les saintes reliques. Est-ce que vous vous souvenez du nom de la chapelle? Non. C'était, c'est facile à entendre, vous allez voir, c'était la Sainte Chapelle, puisqu'on voulait mettre les saintes reliques. Donc, les saintes reliques, la croix de la crucifixion, l'épine, la couronne d'épines, le saint-suaire, la lance qui aurait perforé le Christ avec lequel le centurion aurait perforé le côté du Christ, donc tout ça. Donc, les reliques, les indulgences, vous connaissez donc les indulgences? Oui, c'est quand tu fais un don à une église ou juste à la religion. Oui, c'est ça, vos prêtres en question. Alors, donc, lui, évidemment, en échange de quoi on est absous. Donc, c'est un peu ridicule. Vous voyez, donc, quand vous êtes riche, donc, vous dites, OK, j'ai tué 8 personnes, mais je vous donne 1000 écus. Ah, OK, pas de problème, ça va au ciel. Alors, vous voyez, donc, le prêtre va dire, vos péchés vous avez l'absolution, vos péchés sont absous. Donc, c'est un peu débile. Les prêtres, donc, et l'Église s'est enrichie beaucoup avec ça. Donc, imaginez, donc, tous ceux qui donnaient des sous, alors il y a des prêtres qui avaient plus d'argent que le suzerain de la place, quasiment, parce qu'ils ramassaient tout l'argent, évidemment, des fidèles qui donnaient de l'argent, tout ce qu'il y avait, le peu d'argent qu'il y avait pour acheter, donc, des indulgences, dans le fond. Alors, évidemment, donc, il y a un homme qui va, plus tard, combattre vraiment cela. Donc, un homme de la Renaissance, c'est un prêtre allemand qui va fonder le protestantisme. Martin Luther. Très bien, M. Raymond. Martin Luther, effectivement, donc dans ses 95 thèses, il va donc aller à l'encontre de ces fameuses indulgences. Évidemment, donc, je montre quelques reliquaires. Ici, donc, le reliquaire où on garde donc les entrailles de Saint-Louis. Vous avez donc la colonne de la flagellation. Est-ce véritablement la vraie colonne, donc où le Christ aurait été attaché et flagellé? Les chaînes de Saint-Pierre, donc ici où on aurait attaché Saint-Pierre par les pieds. Donc, quand tout ça, il y aura un trafic de reliques, un trafic de fausses reliques, là, vraiment, où on va vendre des reliques en disant ça appartient à un tel, machin, parce qu'on est convaincu que posséder des reliques va nous permettre donc d'aller donc vers Dieu. Vous voyez donc les reliquaires en or, donc qui sont magnifiques. Si vous avez donc la chance d'aller à Cluny, je veux dire au Musée national du Moyen-Âge, vous verrez ces reliquaires qui sont donc de toute beauté. Et ici, Louis IX, donc qui reçoit les saintes reliques, évidemment, donc pour mettre dans la sainte chapelle. Alors donc, autre institution, on va terminer dans 3 minutes. Donc, autre institution, donc les pèlerinages. Donc, ça, c'est vraiment très important aussi. C'est une espèce donc de pénitence. C'est une épreuve. Il faut marcher, donc, celui qui part de Paris et qui va à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est 40 jours. Donc, il faut marcher longtemps. Et donc, qu'est-ce qu'un pèlerinage? Il y a les pèlerinages de la Mecque aussi, donc, quand on s'entend. Donc, un voyage effectué par un croyant vers un lieu de dévotion. Donc, peu importe c'est pour qui, pour quelle religion. Donc, on part et on fait donc une espèce, donc, c'est une sorte d'épreuve. On va marcher à pied, on va donc sous la pluie, sous n'importe quelle condition, et donc on va arriver, donc, c'est comme une espèce donc
d'épreuves pour montrer à Dieu que nous aussi, on est comme lui, donc dans la passion du Christ. Donc, on souffre comme lui, et justement, si on souffre comme lui, ben justement, ça montre qu'on est de son côté, qu'on est, bon, vous voyez, donc un peu genre, tout ça. Alors, donc, la destination la plus importante, donc pour les chrétiens de l'époque, c'est donc Saint-Jacques de Compostelle, donc qui est en Espagne. Donc, comme j'avais dit, donc Compus Stellé, donc Compostelle, c'est un champ d'étoiles, et c'est là qu'on aurait trouvé donc les restes de Jacques le Majeur, qui est un apôtre du Christ. Alors donc, on a décidé de faire un lieu de pèlerinage dans ce lieu saint où Saint Jacques, donc Jacques le Majeur serait mort, évidemment. Alors donc, on fera donc un lieu de pèlerinage qui est très, très populaire, qui se fait encore aujourd'hui par des gens qui sont pas religieux, donc plus que ça, que c'est un peu donc une espèce de parcours initiatique, c'est plus spirituel maintenant, donc sans être religieux, c'est très spirituel, donc tu marches, tu rencontres des gens de partout dans le monde. Moi, éventuellement, j'aurais aimé ça faire ça peut-être un jour, quand je serai vieux, peut-être je le ferai, juste parce que depuis 1000 ans, donc des hommes font un peu le même parcours, c'est plus une idée historique là, que religieuse, si on veut, là. Ah, donc, représenté par la coquille Saint-Jacques, on verra, je vous montrerai une image tantôt, vous allez voir. Donc, autre lieu, Rome, à cause des saints martyrs, donc chrétiens qui ont été donc vraiment nombreux à Rome, et Jérusalem, évidemment, donc Jérusalem, endroit de prédilection. Donc, c'est comme les 3 lieux de pèlerinage donc importants à l'époque donc du Moyen Âge. Et justement, cette idée donc d'affronter les éléments, donc de marcher, de faire une longue distance à pied, de fouler le sol de tous ces hommes-là qui l'ont fait avant nous. Donc, il y a comme un aspect donc assez spirituel là, derrière les pèlerinages. Puis il y en a que c'est très religieux aussi, ça dépend toujours là, évidemment de comment on se place. Alors, donc Saint-Jacques de Compostelle, Rome et Jérusalem, donc des grands lieux de pèlerinage. Vous voyez donc le chemin de Saint-Jacques de Paris jusqu'en Espagne, donc au bord de la mer, ça prenait, je pense, j'ai marqué ici, mais je ne le vois pas, je pense que c'est bien ça, 40 jours, hein? C'est une quarantaine. T'as dit 40 jours, monsieur en haut. OK, parfait, merci, parce que j'ai un truc, je ne le vois pas. Alors, donc, voilà pour ceci. Le fameux symbole donc de Saint-Jacques de Compostelle, la coquille Saint-Jacques, donc qui est un comme des pétoncles, là, on s'entend, là, ici en Amérique, il n'y a pas ça. Là-bas, c'est la noix de Saint-Jacques, là-bas, c'est la coquille. Vous avez le bâton, qui est très significatif, qu'on appelle le bourdon. C'est le bâton du pèlerin, qu'on appelle le bourdon, avec donc la fameuse coquille Saint-Jacques. Donc, voilà pour ceci. Alors, je vous inviterai à débloquer vos micros pour que l'on puisse tous se souhaiter donc une excellente fin de journée. Alors, donc, on se revoit. Alors, je vous souhaite à tous, donc, un petit peu, on se revoit, nous. Lundi prochain, monsieur. Ah oui, c'est lundi prochain, donc OK, parfait. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. On se revoit. Merci à vous aussi. Des questions, monsieur. Vous pouvez à bientôt, merci. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Moi, j'ai une question, monsieur.